Bonjour à tous, je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous afin de vous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, celui du dosage de la PTH. Vous savez, c'est une hormone qui est au centre de l'homéostasie phosphocalcique, la totale maîtrise de son volet physiologique, physiopathologique, mais aussi des méthodes de dosage est un impératif pour tout clinicien et surtout pour les néphrologues. L'hormone PTH commence son odyssée à partir des glandes parathyroïdiennes qui libèrent dans la circulation la PTH bioactive qui est la 1,84, mais aussi plusieurs peptides tronqués issus de son métabolisme. La PTH est une hormone extrêmement sensible, sa demi-vie est très courte, elle est de l'ordre de 2 à 4 minutes. Elle est très vite métabolisée par le foie et le rein en métabolites inactifs. Une infime partie, une toute petite partie, est directement inactivée via une oxydation en position 17, c'est la NPTH, et on va voir plus tard l'importance de cette NPTH. Tous ces peptides inactifs sont exclusivement éliminés par le rein. La PTH est l'hormone de l'homéostasie, on l'a dit. Elle va agir via ses récepteurs sur des organes cibles. D'abord sur l'os, en augmentant le turnover, mais aussi et surtout sur le rein, en activant la vitamine D, mais aussi en stimulant la réabsorption du calcium, tout en éliminant celle du phosphore. L'effet global serait une hypercalcémie et une diminution de la phosphorémie. Les glandes parathyroïdiennes subissent un rétrocontrôle extrêmement important via des récepteurs sensibles aux variations du phosphore, de la calcémie ionisée, du FGF23 et du calcitriol. Donc, au total, toute augmentation du phosphore ou du FGF23 ou bien une diminution de la calcémie ionisée ou bien de la vitamine D active entraînerait une stimulation de la sécrétion de la PTH. Et inversement, toute cette homéostasie est très largement perturbée au cours des maladies rénales chroniques. En effet, avec le déclin de la fonction rénale, il y aura une rétention du phosphore qui va activer directement les glandes parathyroïdiennes en stimulant la sécrétion de la PTH, mais aussi indirectement via l'augmentation du FGF23, la diminution de la calcémie et la diminution du calcitriol. Tout ça va aboutir à un état d'hyperparathyroïdie, donc hypersécrétion de la PTH. Cette résistance à la PTH périphérique est expliquée par la diminution de l'expression sur les organes cibles du récepteur propre à la PTH, le PTH-R1. Cette théorie très classique qu'on connaît depuis une cinquantaine d'années est largement controversée ces derniers temps. Donc, les chercheurs partent du principe que la chronologie des troubles biologiques ne correspond pas du tout à cette théorie. Ce n'est pas l'hyperphosphorémie qui est en premier qui va déclencher cette hypersécrétion de la PTH, mais bel et bien la diminution de l'expression sur le rein du corécepteur cloto. Souvenez-vous de ce cloto, le petit gène de la jeunesse, qui fait qu'il est le récepteur d'activité du FGF23. Donc, automatiquement, le FGF23, avec la résistance de son action au niveau rénal, il va augmenter son taux sérique. Et cette augmentation du taux sérique du FGF23 est le véritable détonateur de la stimulation, de la surstimulation des glandes parathyroïdiennes. Cette surstimulation, en fait, elle va être accentuée encore et encore par la résistance des organes périphériques à l'action de la PTH, on l'a dit déjà, par la diminution de l'expression sur ces organes cibles du récepteur propre à la PTH. Mais aussi, cette résistance est causée par un autre mécanisme, celui des peptides C. Souvenez-vous, je vous ai dit que la PTH était libérée dans la circulation par les glandes parathyroïdiennes associées à des peptides C. Autrefois, on pensait que ces peptides étaient biologiquement inactifs. Et souvenez-vous, ils sont exclusivement éliminés par le rein. Donc, la découverte de récepteurs propres à ces CPTH leur octroie une action un peu antagoniste, c'est-à-dire qu'ils font le contraire de la PTH, ce qui va augmenter la résistance des organes cibles à l'action de cette hormone. En tout cas, peu importe le détonateur initial, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Peu importe où ça a commencé, le résultat est le même et le résultat est dévastateur. Déjà sur la glande parathyroïdienne, vous voyez ici que ça va passer très vite de l'hyperparathyroïdie secondaire vers
parathyroïdie tertiaire et ça va complètement détruire la glande parathyroïdienne. Mais il y a aussi des conséquences sur l'os. Cette augmentation du turnover va creuser dans l'os, ça va le fragiliser et ça va aboutir à ce qu'on appelle, nous néphrologues, l'ostéite fibreuse. Ces os vont être très fragiles, nos patients sont très sensibles au choc et ils font des fractures très fréquemment. Donc le rôle du néphrologue est de freiner cette hyperactivité des glandes parathyroïdiennes par le biais de plusieurs armes thérapeutiques. Déjà, il doit agir sur l'hyperphosphorémie par un apport quotidien mesuré, par des chélateurs calciques ou non calciques. Il doit agir aussi sur l'hypocalcémie par un apport quotidien alimentaire assez riche, mais aussi par une supplémentation médicamenteuse. Et chez les patients hémodialysés, proposer toujours d'enrichir le bain de dialyse en calcium. La troisième arme est de toujours penser à corriger un déficit en vitamine D natif, surtout lorsqu'elle est inférieure, lorsque son taux est inférieur à 30 nanogrammes par millilitre, et par la suite proposer la vitamine D active. Bien sûr, au cas échéant, lorsque toutes ces armes échouent, il faut penser au calcimimétique qui est une excellente option freinatrice. Et lorsque nous avons utilisé toutes nos armes, il est temps de proposer la chirurgie, donc la PTX. Le néphrologue doit gérer très scrupuleusement ce freinage pour ne pas tomber dans le versant inverse, celui de l'os adynamique, qui est pourvoyeur de la plus grande complication en néphrologie, c'est les calcifications vasculaires, qui sont pourvoyeuses de mortalité cardiovasculaire très importante. Il est clair maintenant que la PTH s'intègre dans une mosaïque très complexe, celle des troubles minéralo-osseux liés à la maladie rénale chronique. Le néphrologue a tout intérêt à gérer ces troubles minéralo-osseux pour pouvoir proposer à son patient une meilleure qualité de vie et surtout une survie plus longue. Les précieuses recommandations CADIGO 2022 nous ont proposé un certain calendrier et surtout ils ont orienté les néphrologues dans leur suivi quotidien des patients hémodialysés. Ils proposent un calendrier très précis du suivi. Et comme la PTH est au centre, en fait c'est un excellent marqueur de remodelage osseux, elle est vraiment dans la lumière, elle est vraiment la base de notre suivi des patients hémodialysés. Il va de soi qu'un néphrologue doit avoir une confiance dans la pertinence des résultats qu'il reçoit. Or, la PTH est une hormone extrêmement sensible, je vous l'ai dit. Donc, son dosage et sa pertinence est influée par deux grands paramètres. D'abord, les conditions de prélèvement. Donc, c'est une hormone sensible. Si on la laisse trop longtemps dans un tube ou bien qu'on la laisse comme ça à l'air libre, elle va se dénaturer et le dosage va être beaucoup moins sensible. En pratique quotidienne, on préfère un prélèvement sur un tube sec. Déjà, ça nous permet de faire d'autres paramètres, tels que la calcémie, la phosphorémie, la vitamine D, la glycémie, la créa, etc. Mais aussi, ça nous permet de stocker ce prélèvement, ce qui n'est pas négligeable pour nos patients qui sont hémodalysés de nuit. Donc, on les prélève le soir, on garde les prélèvements au frigo et puis on technique la PTH, le dosage, le lendemain matin. Ça va éviter à nos patients de faire des déplacements inutiles vers le centre de dialyse. Le deuxième paramètre, et pas des moindres, c'est la technique de dosage. Il y en a trois dans l'histoire, la première génération, la deuxième génération, la troisième génération. Donc, souvenez-vous, l'importance de la technique de dosage subsiste dans le fait que dans la physiologie, les glandes parathyroïdiennes libèrent certes la PTH bioactive, mais aussi plusieurs peptides inactifs. Et ces peptides-là vont s'accumuler avec le déclin de la fonction rénale. Et ça va entraîner des réactions croisées qui diminuent la pertinence du dosage qu'on reçoit nous cliniciens. La première technique, c'est la technique de radio-immunoessai de première génération qui utilise une technique inédite pour l'époque. C'était un anticorps dirigé contre la portion C-terminale. Donc cet anticorps finalement détectait et la PTH bioactive et tous les peptides tronqués. Sa pertinence était tellement médiocre que cette technique a été vite abandonnée avec l'avènement de la deuxième génération qui, elle, était plus sensible, un peu plus sensible, parce qu'elle utilisait
deux anticorps en sandwich, l'un dirigé contre la portion C-terminale et l'autre dirigé contre la portion N-terminale. Malheureusement, et le point très faible de dosage de deuxième génération, c'est que chaque laboratoire proposant le dosage de deuxième génération avait son propre anticorps. Donc il n'y avait pas une homogénéité des résultats. On pouvait avoir des résultats très différents. Mais aussi, il y avait le problème des réactions croisées. Donc, autrement dit, si je fais un dosage de mon patient dans un laboratoire A ou dans un laboratoire B qui utilise deux kits différents de deuxième génération, je serais très surprise d'avoir des résultats complètement différents, avec des significations cliniques complètement divergentes, puisque l'intervariabilité équivaut 4, ce qui est énorme en médecine. Sans oublier qu'il y a des réactions croisées avec cette génération de dosage, avec la PTH non bioactive et avec la NPTH. Donc, comme c'était une technique de pointe à l'époque, les néphrologues devaient absolument faire avec, et les CADIGO ont permis de trouver une solution un peu pragmatique. Donc, ils se sont mis d'accord sur le fait de ne pas proposer un chiffre, puisque c'était un problème de chiffre, et de plutôt proposer un ratio. Donc, notre objectif, nous, néphrologues, c'était plutôt un intervalle entre 2 fois à 9 fois la norme haute du dosage, c'est-à-dire pour la technique spécifique à chaque kit. Or, le problème, c'était ça. C'était pas évident, puisque chaque laboratoire proposant un kit de deuxième génération devait déterminer, bien sûr, son intervalle de normalité. Or, ces laboratoires ont déterminé leur intervalle de normalité sans prendre en considération plusieurs paramètres pouvant influencer très fortement l'axe parathyroïdien. Donc, à l'état normal, chaque laboratoire proposant une technique de dosage doit déterminer son intervalle de normalité sur la base d'une population saine. Malheureusement, les laboratoires de deuxième génération ont choisi leur population cible, leur population saine témoin, sur des critères et ils ont omis plusieurs autres paramètres qui peuvent influencer l'axe parathyroïdien. Je vais vous donner un exemple. Souvenez-vous, tous les médecins savent que le déficit en vitamine D est un trouble extrêmement fréquent et surtout infraclinique. Et ça va perturber d'une façon très sérieuse l'axe parathyroïdien. Donc on ne peut pas dire que c'était une population saine dès le départ si on ne fait pas le dosage. Et ça n'a pas été fait. Autre chose, plusieurs autres paramètres peuvent influencer l'axe parathyroïdien qui n'ont pas été pris en considération. L'âge, le débit de filtration glomérulaire, la race, le poids, l'IMC. Tout ça peut influencer l'axe parathyroïdien, donc ça donne un doute sur la qualité de l'intervalle de normalité. Pour mieux expliquer ce problème et pour que vous sachiez que c'est un problème vraiment au quotidien pour nos néphrologues, je vous propose cette étude. Alors, elle permet de faire la différence entre les résultats obtenus pour une même population, pour les mêmes malades, pour la même qualité de prélèvement, les résultats obtenus par deux kits de deuxième génération qui ont un intervalle de normalité similaire. Donc nous avons eu des résultats complètement différents et la différence était de 30%. Ça veut dire que si j'utilisais le kit Roche, les résultats suggéraient plutôt que je freine l'hyperparathyroïdie. Alors que si j'utilisais le kit Abbott, les résultats étaient dans les normes, dans les plages cibles CADIGO. Et ça, c'est inadmissible puisque deux néphrologues peuvent avoir deux conduites thérapeutiques pour le même patient. Ça va donner les migraines pour nous et pour nos patients. Ça diminue la confiance que le malade a dans son néphrologue. Il était impératif, étant d'avoir un dosage avec une meilleure pertinence clinique et heureusement que la troisième génération est vite arrivée puisqu'elle utilise deux anticorps en sandwich, l'un dirigé contre la portion C-terminale et l'autre dirigé contre la portion N-terminale, la plus distale possible. Et c'est le même anticorps pour tous les kits. Ça veut dire qu'on va avoir enfin une homogénéisation des résultats. On aura les mêmes résultats, donc la même conduite thérapeutique. En plus, c'est un dosage extrêmement sensible puisque très peu de réactions croisées persistent. Cette sensibilité, cette pertinence clinique est particulièrement appréciée en néphrologie puisque vous savez, plus la fonction rénale diminue, plus les risques de réactions croisées sont plus importants.
Néanmoins, c'est une technique extrêmement pointue, vraiment la pointe de la technologie. Il persiste quand même, malgré toute cette technique scientifique, une toute petite réaction croisée avec la NPTH. Souvenez-vous, c'est la PTH qui est directement inactivée par l'oxydation en position 17. Cette petite imperfection nous a permis d'expliquer plusieurs études. Je vous propose ici 4 qui sont assez récentes, qui déterminent une relation très étroite, relation cause à effet, entre le dosage de la PTH avec la 3e génération et les décès par cause cardiovasculaire de nos patients en dialyse. En fait, on ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle relation très très étroite. Le fait est que ça n'avait aucune relation avec la PTH bioactif, mais bel et bien avec la réaction croisée avec la NPTH. Cette NPTH n'est autre que l'image en miroir du stress oxydatif. Et nous savons tous c'est quoi le stress oxydatif pour nos patients. C'est un véritable meurtrier de nos patients en dialyse. Je finirai par dire qu'il est temps de passer vers une technique de meilleure pertinence clinique, d'avoir la même conduite thérapeutique. Et nous comprenons aujourd'hui, grâce à la 3e génération, pourquoi après une 50aine d'années de traitement de nos patients, de ces troubles minéralo-osseux, nous avons toujours aujourd'hui des patients complètement déformés en hémodialyse. En fait, on était à côté de la plaque, on traitait d'une façon anarchique parce qu'on avait des dosages qui n'étaient pas pertinents cliniquement. Et nous avons la chance d'avoir cette 3e génération. Et comme Laetitia Casta disait pour ses cheveux qu'elle le valait bien, moi je dis que pour nos patients, nous le valons bien la 3e génération.